Le jet fantôme. Des jours, des semaines passèrent. Toute voile dehors, le Pécode ivoirin avait lentement parcouru 4 parages de croisières différentes. Au large des Açores, au large du cap des Verdes, près du Plate, on appelle ainsi l'embouchure du Rio de la Plata, et le terrain de Carole, étendue de mer non délimitée vers le sud de Sainte-Hélène. Ce fut pendant que nous voguions sur ces dernières eaux que, par une nuit sereine baignée de clair de lune, quand les vagues déferlaient comme des rouleaux d'argent et faisaient en se déroulant doucement comme un silence d'argent, mais non une solitude, ce fut donc par une nuit silencieuse qu'un jet argenté fut aperçu très en avant au-delà du bouillonnement blanc de l'étrave. Éclairé de lune, il paraissait céleste. Il semblait quelque dieu sortant des flots, empanaché et scintillant. Fedallah fut le premier à le signaler. Chaque fois qu'il faisait clair de lune, c'était son habitude de monter guetter dans la grande hune, et de le faire avec autant de précision qu'en plein jour. Et cependant, bien que des troupes de baleines soient vues la nuit, aucun baleinier ne se hasarderait à mettre alors les embarcations à la mer. Vous pouvez donc imaginer avec quelle émotion les matelots contemplaient ce vieil oriental, perché solitaire dans la mâture, à des heures aussi étranges, son turban et la lune réunis dans le même ciel. Mais quand il eut passé là, pendant plusieurs nuits de suite, un même laps de temps sans proférer un seul son, quand, dis-je, après tout ce silence, on entendit sa voix surnaturelle signalant le jet argenté par le clair de lune, tous les matelots qui étaient allongés se mirent sur pied comme si quelque esprit ailé se fût posé dans les gréements pour héler l'équipage mortel. Elle souffle. Si ça avait été la trompette du jugement dernier, ils n'auraient pas tressailli davantage. Néanmoins, ils n'en éprouvèrent aucune crainte, mais plutôt du plaisir. Malgré l'heure inaccoutumée, le cri était si impressionnant, si follement excitant, qu'à bord, presque chaque âme souhaita instinctivement qu'on descendît les baleinières. Traversant le pont à pas rapides et obliques, Achab donna l'ordre de hisser le perroquet et le cacatois ainsi que chaque bonnette. Le meilleur timonier du bord dut prendre le gouvernail. Puis, avec chaque nid de puits garni, le vaisseau roula droit au vent. Le vent de poupe gonflant les creux de toutes ses voiles, le bateau continua sa marche en avant, comme si 2 influences antagonistes luttaient en lui, une tendant vers le ciel, l'autre s'élançant vers quelque but horizontal. Et si on regardait le visage d'Achab, il semblait qu'en lui aussi 2 influences combattaient. Son unique jambe animait d'écho la longueur du pont. Chaque coup de sa jambe morte sonnait comme un choc sur un cercueil. Ce vieillard marchait sur la vie et sur la mort. Cependant, malgré la vitesse à laquelle filait le navire, et bien que des regards perçants comme des flèches fussent lancés par tous les yeux, on ne vit plus le jet argenté durant cette nuit-là. Chaque marin jura l'avoir aperçu une fois, mais pas 2. Le jet de minuit était presque oublié, quand quelques jours plus tard, à la même heure silencieuse, il fut de nouveau signalé. De nouveau chacun le vit, mais quand on mit le cap dessus, il disparut encore, comme s'il n'avait jamais existé. Et ainsi fit-il nuit après nuit, jusqu'à ce que personne ne fit plus attention sinon pour s'en étonner. Ce jeu solitaire, mystérieusement jailli dans le clair de lune et sous les étoiles, selon le cas, disparaissait ensuite pendant un jour entier, ou 2 jours, ou 3, et chaque fois semblait gagner sur nous comme pour nous attirer plus avant. Avec la superstition immémoriale de leur race et influencée par l'atmosphère de surnaturel qui, sous bien des rapports, enveloppait le Pécode, il y eut plus d'un marin pour jurer que chaque fois et en chaque lieu où le jet avait été aperçu, pour si anciennement que ce soit, dans les latitudes et longitudes les plus opposées, cela révélait la présence de toujours le même cachalot, et que c'était Moby Dick. Pendant quelque temps, régna aussi un sentiment de terreur particulière à l'égard de cette apparition fugitive, comme si elle nous faisait traîtreusement signe de la suivre, afin que le monstre puisse se retourner sur nous et nous mettre en pièces, en des mers plus lointaines et plus sauvages. Ces appréhensions momentanées, si vagues mais si effrayantes,
gâchèrent la puissance merveilleuse de la sérénité du temps, sous la douceur bleue de laquelle se cachait un charme diabolique, au cours des jours et des jours où nous croisâmes dans ces eaux si péniblement et si solitairement douces, au point que le flot du temps, qui nous séparait de notre vengeance, semblait se vider de vie devant notre proue, comme d'une urne. Quand, après avoir cinglé vers l'est, nous entendîmes hurler autour de nous les vents du Cap, et que nous fûmes soulevés et abaissés tour à tour sur de longues mers troubles, quand le Pécode, aux défenses d'Ivoire, s'inclina sous la rafale et se rua au cœur de sa fureur, que tels des copeaux d'argent, l'écume vola par-dessus le pavois, alors enfin le vide lugubre de notre vie cessa, mais pour faire place à des spectacles encore plus sinistres. D'étranges formes s'élançaient de l'eau devant nous, çà et là, près de notre avant, tandis qu'à l'arrière, en masse compacte, volaient les énigmatiques corbeaux de mer. Chaque matin, on voyait des rangées entières de ces oiseaux perchés sur nos vergues, et malgré nos cris, ils s'y maintenaient obstinément, comme s'ils avaient considéré que notre navire était une épave à la dérive, une chose destinée à la désolation, et par conséquent, un perchoir idéal pour eux, à être sans gîte. De halètement en halètement, la noire mer haleta sans repos, comme si ses marées étaient vivantes et comme si la grande âme du monde était remplie d'angoisse et de remords pour toute la souffrance et tous les péchés auxquels elle avait donné naissance. Cap de Bonne-Espérance, dit-on, plutôt cap des tempêtes, comme on l'appelait jadis. Longtemps séduits par les silences perfides qui nous avaient accompagnés auparavant, nous nous trouvions projetés dans ces mers tourmentées, où des êtres coupables transformés en oiseaux et en poissons semblaient condamnés à nager éternellement sans l'espoir d'aucun havre, ou à battre des ailes dans un air noir sans horizon. Cependant, paisible et invariable, dans sa blancheur de neige, dirigeant toujours vers les cieux sa fontaine de plumes, le jet solitaire continuait à apparaître par moments, nous faisant toujours signe de le suivre. Pendant toute cette noirceur des éléments, Achab commanda presque continuellement sur le pont trempé et dangereux, montrant la plus sombre réserve et ne s'adressant plus que rarement à ses seconds. Après des mauvais temps de tempête comme ceux-là, quand tout sur le pont et dans les gréements était paré, il n'y avait rien d'autre à faire que d'attendre passivement leur fin. Le capitaine et l'équipage devinrent alors des fatalistes pratiques. Avec sa jambe d'ivoire plantée dans son trou habituel, se tenant d'une main ferme au galopant, Achab resta debout pendant des heures et des heures, regardant droit au vent, tandis que de temps à autre une rafale de grésil ou de neige congelait presque ses cils. L'équipage, chassé de l'avant par les paquets de mer qui venaient y éclater, se tenait rangé le long du bastingage de la coursive, et pour mieux se protéger contre les vagues bondissantes, chaque homme s'était amarré à la rambarde avec une sorte de bouline qui formait comme une ceinture lâche dans laquelle il se balançait. On ne parlait presque pas et le navire silencieux, comme s'il était monté par un équipage de cire peinte, allait hâtivement à travers la joie démoniaque des vagues. Le même silence humain régnait la nuit devant le tintamarre de l'océan, dans leur bouline. Achab tenait tête à la rafale. Même lorsque la nature lassée sembla demander du répit, il ne chercha pas le repos dans son hamac. Jamais Starbuck ne put oublier l'aspect du vieillard lorsque, descendant une nuit à la cabine pour regarder le baromètre, il le vit, les yeux fermés, assis tout raide dans sa chaise, rivé au plancher. La pluie et le grésil goûtant encore lentement du chapeau et du manteau qu'il n'avait pas quittés. Sur la table, à ses côtés, se trouvait, non déroulée, une de ces cartes des marais et courants dont nous avons déjà parlé. Sa lanterne se balançait dans sa main fortement serrée. Bien qu'ayant le corps droit, sa tête était rejetée en arrière, de sorte que les yeux fermés étaient orientés vers l'aiguille de la rapporteuse, pendue à une poutre du plafond. L'anxiomètre ou boussole de cabine est appelée la rapporteuse, parce que, sans avoir besoin d'aller à l'habitacle, le capitaine, d'en bas, peut savoir par elle la direction prise par le navire. Terrible vieillard, pensa Starbuck en frissonnant. Même endormi dans la bourrasque, il regarde encore vers son but avec détermination. L'Albatros. Au sud-est du cap, au large des lointaines Crozets,
Dans de bons parages de croisière, pour les chasseurs de la vraie baleine, un voilier apparut devant nous. Son nom était le Gouni. Comme il approchait lentement, je pus, du haut du nid de pie où j'étais juché, au haut de l'artimon, avoir une vue parfaite de ce spectacle, si curieux pour un novice de la pêche sur les océans lointains. Un navire baleinier en pleine mer et absent du pays depuis longtemps. Comme si les vagues avaient été des foulons, ce navire avait blanchi comme le squelette d'un morse échoué. Tout le long de ses flancs, l'apparition spectrale était sillonnée de longues traînées de rouille roussâtre, tandis que ses éparses et son gréement ressemblaient aux branches d'arbres épaissies de givre. Seules ses voiles basses étaient établies, et ses matelots vigies, au haut de ses 3 mâts, formaient un bien étrange spectacle avec leurs longues barbes blanches. Ils semblaient vêtus de peau de bête. Leurs vêtements déchirés et rapiécés avaient survécu à 3 ans de croisière. Debout, dans des cercles de fer cloués au mât, ils étaient balancés au-dessus d'une mer insondable. Quand le voilier défila lentement sur notre arrière, nous, les 6 hommes haut perchés, nous nous trouvâmes si près que nous aurions presque pu sauter des mâts d'un navire sur ceux de l'autre. Néanmoins, ces pêcheurs d'aspect misérable se contentèrent de nous regarder vaguement pendant que nous les croisions, sans même dire un mot à nos vigies, tandis que nous entendions un appel monter de notre gaillard d'arrière. « Ohé du vaisseau, avez-vous vu la baleine blanche ?» Mais au moment où le capitaine étranger, se penchant sur le pavois blanchâtre, allait porter son porte-voix à sa bouche, l'instrument tomba de ses mains dans la mer, et comme maintenant le vent soufflait avec force, ce fut en vain qu'il essaya de se faire entendre sans porte-voix. Pendant ce temps, son bateau s'éloignait de nous. Tandis que, de diverses manières silencieuses, les matelots du Pécode montraient qu'ils interprétaient cet incident comme un mauvais présage, et qui venait de se produire à la première et simple mention du nom de la baleine blanche à un autre navire. Achab hésita un instant. Il semblait avoir l'air de vouloir mettre un canot à la mer pour communiquer avec l'étranger, si le vent menaçant ne l'en eût empêché. Mais, profitant de l'avantage que lui donnait sa position du côté au vent, il saisit son porte-voix et, reconnaissant à l'aspect du bâtiment qu'il était de Nantucket et sur le chemin du retour, il le héla bruyamment. « Ohé, là-bas! Ici le Pécode, en route pour le tour du monde. Dites-leur de nous adresser toutes les lettres futures dans l'océan Pacifique. Si je ne suis pas de retour dans 3 ans à partir de ce jour, dites-leur de les adresser à... » À ce moment, les 2 sillages se croisèrent, et d'une manière singulière, des bancs de petits poissons inoffensifs, qui pendant les jours d'avant avaient glissé placidement contre nos flancs, filèrent soudain loin de nous et se massèrent à l'avant et à l'arrière de l'étranger. Bien qu'ayant dû voir fréquemment pareille chose se produire au cours de ses voyages antérieurs, Achab en parut affecté, car pour un maniaque, la plus petite chose peut avoir une signification. « Vous vous éloignez de moi, hein ?» murmura-t-il en regardant vers l'eau. Ces mots semblaient simples, mais leur ton décelait une profonde tristesse, inconsolable, qu'auparavant le vieillard fou n'avait jamais manifestée. Se tournant alors vers le timonier, qui jusque-là avait tenu la barre au vent pour diminuer la vitesse, il ordonna de son ancienne voix de lion. « En avant dans le vent, timonier. Tenez-vous sur le chemin du tour du monde. » Le tour du monde. Il y avait dans ces mots de quoi inspirer de fiers sentiments. Mais où cette navigation circulaire nous menait-elle ? Au point même d'où nous étions partis, probablement et après d'innombrables périls, avec, devant nous et aussi derrière, ceux que nous avions laissés en sûreté. Ce monde fut-il une plaine infinie, si en voguant vers l'est, on pouvait découvrir et atteindre des spectacles plus doux et plus étranges que n'en donne la vue des Cyclades ou des îles Salomon, alors oui, il y aurait de la promesse dans l'air. Mais qu'attendre de la poursuite de ces lointains mystères et de la chasse tourmentée de ce fantôme démoniaque qui, une fois ou l'autre, nage devant tous les cœurs humains. Tandis que nous chassons ces choses autour du globe rond, elles nous mènent dans des labyrinthes stériles quand elles ne nous naufragent pas à mi-chemin. Le Gam. La raison plausible pour laquelle Achab n'avait pas accosté le baleinier était celle-ci. Le vent et la mer signalaient orage. Mais après tout, même dans un autre cas,
Il ne l'aurait peut-être pas accosté si on en doit juger par sa conduite ultérieure. Lorsqu'en des circonstances semblables, après avoir hélé, il obtenait une réponse négative à sa question. On pouvait comprendre qu'il n'aimait s'accointer, même pour 5 minutes, avec aucun capitaine étranger, si celui-ci, par ses informations, ne pouvait contribuer à son ardente recherche. Mais tout cela pourrait paraître peu clair si nous ne disions ici quelque chose des usages spéciaux des baleiniers lorsqu'ils se rencontrent en mer étrangère, et surtout sur des sites de croisière communs. Quand 2 étrangers se croisent sous les pins Barents dans l'État de New York ou dans la plaine de Salisbury en Angleterre, quand, dis-je, ils se rencontrent dans des endroits aussi inhospitaliers et perdus, ils ne peuvent, même si leur vie en dépend, éviter de se saluer réciproquement et s'arrêtent un instant pour échanger des nouvelles. Peut-être même s'assoient-ils côte à côte pour un moment. À plus forte raison, dans les bleds illimités de la mer, 2 baleiniers arrivant chacun d'une extrémité de la terre au large des îles Fanning ou dans les lointains King's Mills, à plus forte raison, dis-je, en de telles circonstances, ces 2 vaisseaux non seulement échangent des appels, mais encore prennent un contact plus tangible, aimable et sociable. Et encore plus, bien entendu, dans le cas où ces navires appartiennent au même port et que leur capitaine, leur officier et beaucoup des hommes des équipages se connaissent personnellement et qu'ils ont par conséquent maint sujet de conversation domestique et cher. Le bateau qui commence sa croisière a peut-être à bord des lettres pour celui qui, depuis longtemps, est absent. À tout le moins, il peut lui passer des journaux d'1 ou 2 ans plus actuels que les espèces de torchons usés que sont les journaux qu'il possède. Par un retour de courtoisie, le bateau en route pour l'étranger reçoit les tout derniers renseignements baleiniers sur le terrain de chasse qui sera peut-être le sien. Chose de la plus grande importance pour lui. Tout cela est également valable pour les baleiniers qui se croisent sur le terrain de chasse même, bien qu'ils soient absents de chez eux depuis un laps de temps. Car l'un d'eux a pu recevoir en dépôt des lettres d'un 3e bâtiment, maintenant très distant. Et ces lettres peuvent être adressées aux gens du vaisseau qu'ils rencontrent maintenant. De plus, ils échangent des nouvelles de la baleinerie en général et font un agréable bout de causette. Car non seulement il y a échange de sympathie entre marins, mais il y a aussi les affinités particulières qui proviennent des occupations, des privations et des périls communs. La différence de pays n'y change pas grand-chose, surtout quand les 2 bords parlent une même langue, comme c'est le cas entre Américains et Anglais, quoique de telles rencontres soient rares, étant donné le petit nombre de baleiniers anglais. Lorsqu'elles se produisent, ils éprouvent une sorte de gêne vis-à-vis les uns des autres, car les Anglais sont assez réservés et les Yankees n'apprécient guère ça ailleurs que chez lui. Et aussi, les baleiniers anglais affectent une sorte de supériorité métropolitaine sur les baleiniers américains. Ils considèrent le long et maigre Nantucket, avec ses provincialismes impossibles à rendre, comme une sorte de paysan de mer. Il serait difficile de dire en quoi réside cette supériorité dont se targue le baleinier anglais, vu que les Yankees tuent collectivement plus de baleines en un seul jour que tous les Anglais réunis en 10 ans. Mais c'est là une innocente petite faiblesse des baleiniers anglais, que ceux de Nantucket ne prennent pas très à cœur, sachant qu'ils ont quelques petites faiblesses eux aussi. Nous voyons donc que, de tous les navires voguant sur la mer, les baleiniers ont le plus de raisons de se montrer sociables, et ils le sont. Tandis que certains navires marchands se croiseront en plein Atlantique sans même échanger un seul signe de reconnaissance, s'ignorant mutuellement au grand large comme s'ignore un couple de dandys dans Broadway, se permettant peut-être quelques précieuses critiques sur le gréement de l'autre. Quant aux vaisseaux de guerre, si par hasard ils se rencontrent en mer, ils se donnent une telle comédie d'inclinations ridicules, de courbettes, de salutations du pavillon, qu'on peut douter qu'il y ait beaucoup de franche bienveillance, d'amitié et de fraternité derrière ces simagrées. Pour ce qui est de la rencontre de 2 vaisseaux négriers, eh bien, ils n'ont qu'une hâte, celle de s'éloigner au plus vite l'un de l'autre. Quant aux pirates,
Lorsque leurs hauts croisés se croisent, leur première question est « Combien de crânes ?» Tout comme le baleinier demande « Combien de barils ?» Et la réponse une fois parvenue, ils se séparent aussitôt, car de part et d'autre, ce sont de vilains damnés qui n'aiment pas voir de trop près leurs semblables. Mais considérez l'honnête, le juste, le simple, l'hospitalier, le sociable et bon garçon d'un bâtiment baleinier. Que fait-il quand il rencontre un autre baleinier par un temps à peu près possible ? Il fait une chose si complètement ignorée des autres navires qu'ils n'en ont jamais entendu le nom. Un gam. Si par hasard ils en entendent parler, ça leur est un prétexte à rire et à blague, où il est question de lanceurs de jets, de bouilleurs de graisse et autres jolies images. On se demande pourquoi ceux de la marine marchande et aussi les pirates et ceux des vaisseaux de guerre, sans oublier les négriers, nourrissent tant de mépris pour les baleiniers. Pour ce qui est des pirates, j'aimerais assez savoir si leur profession comporte une gloire spéciale. À vrai dire, ils finissent parfois dans une situation élevée. Seulement, c'est sur une potence, et quand un homme se trouve élevé de cette façon-là, il n'est guère autorisé à prendre une attitude supérieure. J'en conclus donc, en se flattant d'être élevé au-dessus du baleinier, le pirate ne s'appuie sur rien de solide. Qu'est-ce qu'un gam, me demandez-vous ? Vous pourriez user votre index à monter et à descendre les colonnes des dictionnaires sans jamais trouver le mot. Le docteur Johnson n'est jamais parvenu à cette érudition. L'Arche de Noé Webster ne le contient pas. Néanmoins, ce mot expressif est, depuis bien des années, d'un usage courant parmi quelques 15 milliers d'authentiques Yankees. Il a certainement besoin d'une définition et mérite d'être incorporé au lexique. Dans ce but, laissez-moi le définir savamment. Gam, substantif. Réunion de deux ou de plusieurs baleiniers, généralement sur un terrain de croisière, lorsqu'après s'être mutuellement salués, ils échangent des visites d'équipage en canotte, les deux capitaines restant pendant ce temps à bord de l'un des navires, et les deux seconds sur l'autre. Un autre petit détail concernant le gamage ne doit pas être oublié ici. Toutes les professions ont leurs petites particularités. La pêcherie a donc celle-ci. Quand on mène quelque part dans son canotte le capitaine d'un pirate, d'un navire de guerre ou d'un négrier, il s'assied toujours à l'arrière sur un siège confortable, quelquefois même capitonné, et souvent, il barre lui-même avec un joli petit gouvernail de modiste, décoré de cordons et de rubans. Mais le canot du baleinier n'a aucun siège à l'arrière, ni aucun sofa, et point du tout de gouvernail. Ce serait du joli vraiment si les capitaines baleiniers se faisaient pousser comme de vieux officiers de police goutteux, dans des fauteuils à roulettes. Quant à la barre, le canot baleinier n'a jamais rien admis d'aussi efféminé. Et puisque dans le gamage, un équipage complet de canottes quitte le bâtiment avec son harponneur, c'est ce dernier qui est promu guide. Et le capitaine, n'ayant rien où s'asseoir, fait sa visite roide comme un pain. On remarque souvent, conscient d'être la cible des regards des deux navires, le capitaine qui est debout, tout préoccupé de garder entièrement sa dignité, en se tenant sur une jambe. Et ce n'est pas chose très facile, car, de temps à autre, il reçoit au bas des reins un coup de l'immense rame du guide, tandis que le rameur de devant cogne ses genoux. Il se trouve donc ainsi complètement calé devant et derrière, et n'a de jeu que par côté quand il veut se raffermir sur ses pieds. Mais il arrive souvent alors qu'une violente secousse du canot menace de le renverser, parce que la longueur fondamentale n'est rien sans la largeur correspondante. Vous ne pouvez faire tenir debout deux bâtons formant angle, et encore, il ne serait pas sérieux, à la vue de tant de regards qui vous suivent, il ne serait pas du tout sérieux, je le répète, que ce capitaine soit en train d'étayer la plus petite partie de sa personne en attrapant quelque chose avec ses mains. Même en signe d'entière et élastique possession de soi, il met généralement les mains dans les poches de son pantalon. Comme souvent celles-ci sont larges et lourdes, elles semblent être là pour servir de lest. Néanmoins, il y eut des cas, et bien authentiques, où un capitaine a été vu, disons au cours d'une subite rafale ou dans quelques moments critiques, empoignant aux cheveux le rameur le plus proche de lui et s'y cramponnant, ferme comme la mort. Histoire du Town-O.
telle qu'elle fut racontée à l'auberge dorée. Le cap de Bonne-Espérance, avec toutes les étendues marines d'autour, ressemble beaucoup à quelques carrefours de grandes routes où l'on rencontre plus de voyageurs que partout ailleurs. Peu après avoir parlé avec le Goonie, nous rencontrâmes un autre baleinier sur le retour, le Town-O. Son équipage était presque tout entier composé de Polynésiens. Dans le court gamage qui suivit, il nous donna d'importantes nouvelles de Moby Dick. Désormais, pour certains, l'intérêt au sujet de la baleine blanche fut décuplé par un épisode de l'histoire du Town-O, dans lequel, merveilleusement, elle apparaissait comme l'instrument même de cette justice divine qui se manifeste parfois à certains hommes. Cet épisode et tout ce qui l'accompagne forment ce qu'on peut appeler la partie secrète de la tragédie que nous allons raconter. Elle ne parvint jamais jusqu'aux oreilles du capitaine Achab, ni à celles de ses seconds. Le capitaine du Town-O lui-même l'a ignoré. C'était la propriété privée de 3 matelots blancs, 3 compères de ce vaisseau. À ce qu'il semble, l'un d'entre eux dut en faire part à Tachtego, en lui faisant jurer le secret. Mais Tachtego, la nuit suivante, rêva tout haut et dans son sommeil en révéla tant qu'au réveil, il lui fut difficile de garder reste. Cette chose eut une influence si manifeste sur ceux du Pécode qui parvenaient à connaître l'histoire entière que, pris d'une étrange délicatesse, pour dire le mot, ils la gardaient pour eux, ce qui explique que le secret ne dépassa jamais le mât central du Pécode. Je mentionnerai ici toute cette étrange affaire, tissant ce fil plus sombre dans la trame de l'histoire, telle qu'elle était couramment racontée à bord. Par goût de l'humour, je conserverai le ton avec lequel je la narrai un jour à Lima, devant un auditoire d'oisifs espagnols, mes amis, la veille d'une fête, tout en fumant sur le carrelage doré de la plaza de l'auberge dorée. Parmi ces splendides cavaliers, les jeunes Don Pedro et Don Sebastian étaient mes intimes. D'où les questions avec lesquelles ils m'interrogeaient de temps à autre et auxquelles je répondais illico. Environ 2 ans avant que j'apprenne les événements que je vais vous conter, messieurs, le Town-O, chasseur de cachalots de Nantucket, croisait ici, dans votre Pacifique, à peu de jours à l'ouest du toit de cette bonne auberge dorée. Il se trouvait quelque part au nord de la ligne. Un matin, comme il maniait ses pompes, selon l'habitude journalière, on constata qu'il faisait plus d'eau que d'ordinaire dans la cale. On supposa qu'elle avait été percée par un espadon. Il faut vous dire, messieurs, que le capitaine avait quelque extraordinaire raison de croire que la veine l'attendait dans ces latitudes, et il était donc très peu disposé à les quitter. Du reste, cette voie d'eau n'était pas alors considérée comme inquiétante, quoiqu'à la vérité on avait pu la trouver, même après avoir fait des recherches aussi bas qu'il était possible d'aller par un si mauvais temps. Le bateau continua donc sa croisière, les marins travaillant à tour de rôle aux pompes, à intervalles pratiques et espacés. Mais la chance ne vint pas. Des jours passèrent, et non seulement on ne trouvait toujours pas la fuite, mais celle-ci augmentait sensiblement. Un peu alarmé désormais, le capitaine mit en route toute voile dehors, pour le havre des îles les plus proches, afin de se mettre en cale sèche et de réparer sa coque. Le trajet n'était pas des plus courts. Néanmoins, avec un tout petit peu de chance, il ne craignait nullement de sombrer en cours de route. Ses pompes étaient des meilleures et régulièrement relevées, ses 36 hommes d'équipage pouvaient facilement tenir son bateau en état, même si la fuite redoublait. En vérité, presque toute cette traversée fut accompagnée de brises très propices, et le Town-O serait certainement parvenu en toute sûreté à son port si, par fatalité, il n'y avait eu l'arrogance brutale de Radney, le second, un de Vignard, et l'amère vengeance qu'elle provoqua chez Stilkit, qui était, lui, un des Lacs, un énergumène de Buffalo. Un des Lacs, Buffalo. Je vous en prie, qu'est-ce qu'un homme des Lacs? Et où se trouve Buffalo? Interrompit Don Sébastien, se soulevant sur son hamac qui se balançait. Sur la rive est de notre lac Eurier, Seigneur. Mais que votre courtoisie patiente, je l'en prie. Nous allons bientôt avoir à parler de tout ça.
Or, messieurs, sur les briques à voile carré et sur les 3 mâts les plus solides et les plus grands qui aient jamais navigué de votre vieux Calao, aux lointaines Manilles, il n'existe pas d'homme plus nourri de flibuste et de ces impressions rustiques qui se rattachent populairement à cet océan ouvert que cet homme des lacs, du cœur de notre Amérique, en plein des terres. Car, avec la masse de leurs flots doux qui coulent les uns dans les autres, le Rier, l'Ontario, le Huron, le Supérieur, le Michigan, sont de nature expansive, tout comme l'océan, dont ils ont plus d'un noble aspect, avec beaucoup de races et de climats divers dans leur cercle. Ils contiennent des archipels ronds d'îles romantiques, tout comme en ont les mers polynésiennes. Ils sont en grande partie bordés par 2 grandes nations contrastantes, comme l'est l'Atlantique. Ils fournissent de longues courses maritimes à nos nombreuses colonies essaimées autour de leurs rives. Des batteries, çà et là, les regardent d'un air menaçant, ainsi que des canons chèvres grimpés au haut du rocailleux Mackinac. Ils ont entendu les rapides grondements des victoires navales. Par période, ils cèdent leurs plages à des sauvages barbares, dont les visages peints en rouge surgissent de leurs wigwams de pelleterie. Sur des lieux et des lieux, ils sont flanqués d'anciennes forêts vierges, où les pins décharnés se tiennent en rangs serrés, comme les noms des rois dans les généalogies gothiques. Ces mêmes forêts donnent asile à des bêtes de proie sauvages et à des créatures soyeuses dont les fourrures, exportées, font des robes aux empereurs tartares. Ils reflètent dans leurs eaux les capitales pavées de Buffalo et de Cleveland, ainsi que des villages Winnepago. Ils portent le navire marchand parfaitement gréé, le croiseur armé de l'État, le bateau à vapeur et le canoë de plage. Ils sont balayés par des rafales de vent qui dématent aussi terriblement que n'importe lesquelles qui fouettent les vagues salées. Ils savent ce que c'est qu'une épave, car loin de la vue des terres, à l'intérieur même du pays, ils ont, au cours de la nuit, coulé bien des vaisseaux, avec tout leur équipage hurlant. Ceci pour vous dire, messieurs, que Steelkit, quoiqu'étant un homme de l'intérieur, était un de l'océan sauvage, aussi audacieux marin que n'importe lequel. Quant à Radney, bien que dans son enfance il ait pu s'allonger sur la plage déserte de Nantucket pour s'y faire allaiter par sa mère maternelle, et bien qu'ensuite il eût longuement sillonné notre austère Atlantique et votre Pacifique contemplatif, il était néanmoins aussi vindicatif et querelleur qu'un de ceux-là, tout frais émoulu des latitudes où fleurissent les couteaux catalans à manche en corne de cerf. Il faut dire pourtant que ce Nantucket ne manquait pas d'une certaine bonté. Quant au matelot, à l'homme des lacs, une sorte de diable pour dire vrai, sa rudesse inflexible pouvait être adoucie seulement par ce sentiment décent et commun de reconnaissance humaine, auquel a droit le plus vil esclave. Ainsi traité, ce Steelkilt avait été longtemps inoffensif et docile. Il l'avait été jusque-là, en tout cas. Mais Radney fut pris de folie, et Steelkilt... Mais, messieurs, j'en viens au fait. Pas plus d'un jour ou 2 jours après qu'il eut dirigé sa proue vers le port de l'île, la voie d'eau du Tonneau parut s'accroître, mais seulement au point de demander 1 ou 2 heures de pompage chaque jour. Vous devez savoir que dans un océan calme et civilisé comme l'est notre Atlantique, par exemple, certains capitaines ne songent pas à pomper 2 fois au cours de toute la traversée. Quoique si, par une nuit paisible et endormante, il arrivait que l'officier de quart oublie son devoir à ce sujet. Il est probable que ni lui ni ses compagnons ne s'en souviendraient jamais plus, parce qu'ils auraient tous glissé doucement par le fond. Et également aussi, messieurs, il n'est pas habituel que dans les mers sauvages et solitaires qui sont loin de vous vers l'ouest, des bateaux fassent retentir en chœur les manches de leurs pompes pendant un voyage aussi long, c'est-à-dire si ce voyage suit une côte accessible ou si toute autre retraite raisonnable s'offre à eux. C'est seulement quand un navire fait eau dans quelque partie très peu fréquentée des mers, sous quelque latitude sans terre, que son capitaine commence à se sentir un peu inquiet. Il en avait été à peu près comme ça avec le Tonneau, quand on constata que la voie d'eau gagnait encore, et à la vérité, plusieurs hommes de l'équipage manifestèrent un peu d'inquiétude. Surtout Radney, le second. Il donna l'ordre de hisser de nouveau la voile haute et que, de toute manière, elle soit bien tendue à la brise.
Or, je suppose que ce Radney était peu froussard, et aussi exempt d'appréhension nerveuse en ce qui concernait sa propre personne, que n'importe laquelle des créatures sans peur et sans reproche, de terre ou de mer, qu'il vous plaira, messieurs, d'imaginer. Quand donc il manifesta cette sollicitude pour la sécurité du bâtiment, plusieurs matelots insinuèrent que c'était parce qu'il était en partie propriétaire. De sorte que, ce soir-là, tout en travaillant aux pompes, ils blaguaient là-dessus entre eux, avec les pieds dans l'eau claire. Oui, messieurs, claire comme une source de montagne. Et cette eau murmurante coulant à travers le pont se déversait à jets réguliers par les dallots, sous le vent. Or, comme vous savez, il n'est pas rare, dans notre monde conventionnel, celui de l'eau et l'autre, que lorsqu'un être commande à ses semblables et découvre que l'un d'eux lui est supérieur en fierté, il éprouve immédiatement une répulsion instinctive et de l'amertume pour celui-ci. Et s'il en a l'occasion, il cherchera à abattre le donjon de ce subalterne et en faire un petit tas de poussière. De toute façon, à mon avis, messieurs, Steelkilt était un grand et noble animal avec une tête romaine. Sa barbe dorée flottait comme les housses ornées de glands du coursier piaffant de votre dernier vice-roi. Il avait un cerveau et un cœur et une âme en lui, messieurs. Qu'aurait fait Steelkilt Charlemagne si le père de Charlemagne l'avait fait naître? Mais Radney, lui, était laid comme une mule, et aussi dur et aussi buté et aussi malicieux. Il n'aimait pas Steelkilt, et Steelkilt le savait. Apercevant le second, qui s'approchait des pompes où il travaillait avec les autres, l'homme des lacs affecta de ne pas le voir et continua sans crainte ses plaisanteries. « Oui, oui, mes joyeux poteaux, une drôle de fuite que celle-là. Si quelqu'un en prenait dans une cruche et qu'on y goûte, pardi. Ça vaut d'être mis en bouteille. Moi, je vais vous dire, les gars, les actions du vieux Rad devraient y aller. Il ferait mieux de couper sa part de coque et de la remorquer chez lui. Le fait est, garçon, que l'espadon n'a fait que commencer le boulot, et ensuite il est revenu avec une bande de charpentiers, des poissons-ci, des poissons-limes, tout le tremblement. Ils sont des masses maintenant, attelés au travail de découpage et de défonçage du fond. Si le vieux Rad était ici, je lui dirais bien de sauter par-dessus bord et de les disperser. Ils font le diable avec son bien, ça aussi je pourrais lui dire. Mais Rad, c'est une vieille âme simple, et une belle aussi. On dit, les gars, qu'il a placé le reste de son avoir dans les miroirs. Savoir s'il donnerait à un pauvre diable comme moi le modèle de son nez. « Vos yeux sont damnés. Pourquoi ces pompes s'arrêtent-elles » hurla Radney, comme s'il n'avait pas entendu le bavardage des marins. « Allez-y, et comme des tonnerres. »« Oui, oui, sœur, » répondit Steelkilt, gai comme un grillon. « En vitesse, les gars, en vitesse. » Là-dessus, les pompes cliquetèrent comme 50 pompes d'incendie. Les hommes repoussèrent leurs chapeaux, et bientôt l'on entendit le « ah-han » spécial des poumons haletants qui dénote la plus extrême tension de l'énergie vitale. Quittant enfin la pompe avec le reste de sa bande, l'homme des lacs s'en fut tout pantelant à l'avant où il s'assit sur le cabestan. Son visage était d'un rouge ardent, ses yeux injectaient de sang. Il essuya l'abondante sueur de son front. « Alors, messieurs, quel insidieux démon poussa Radney à provoquer cet homme qui était déjà dans un tel état d'excitation physique? Je l'ignore, mais il en fut ainsi. Arpentant le pont à grands pas et d'une manière agressive, le second ordonna à Steelkilt de prendre un balai et de balayer le plancher, et aussi de prendre une pelle pour enlever les immondices d'un cochon qu'on avait laissé se promener en liberté. Or, messieurs, balayer les ponts d'un navire en mer est une besogne de ménage qui, en tout temps, sauf par grande tempête, est faite régulièrement chaque soir. On a connu des circonstances où ce fut fait au moment même où le navire sombrait. Telle est, messieurs, la rigueur des usages maritimes et de l'amour instinctif de l'ordre chez les matelots, que certains ne se noieraient pas volontiers sans au préalable s'être débarbouillés. Mais dans tous les vaisseaux, cette histoire de balayage est l'affaire des garçons, s'il y a des garçons à bord. De plus, on avait choisi et divisé par équipe les hommes les plus forts du tonneau pour travailler à tour de rôle aux pompes. Et Steelkilt, étant le plus athlétique de tous, avait été naturellement désigné comme le chef d'une de ces équipes. Par conséquent, il aurait dû être exempt de toute besogne triviale,
de tout travail n'ayant pas de rapport direct avec les véritables devoirs nautiques, comme c'était le cas pour ses camarades. Si je mentionne tous ces détails, c'est afin que vous puissiez comprendre exactement où en étaient les choses entre ces deux hommes. Mais, qui plus est, l'ordre au sujet de l'appel tendait aussi nettement à exciter et à humilier Steelkilt que si Radney lui avait craché à la figure. Tout homme ayant été marin sur un baleinier le comprendra. Tout cela et beaucoup plus, sans doute. L'homme des lacs le sentait parfaitement quand le second lui donna cet ordre. Mais il demeura assis un instant, regardant calmement l'œil méchant du second. Il y aperçut, entassés au fond, des barils de poudre ainsi que la mèche silencieuse qui brûlait lentement vers eux. En même temps qu'il voyait instinctivement tout ça, une étrange indulgence le saisissait, une sorte de répugnance à remuer plus profondément la passion chez cet être déjà irrité. Répugnance qu'éprouvent surtout les hommes vraiment courageux, même quand ils sont lésés. Ce sentiment subtil, impalpable, et sans nom, messieurs, s'empara donc de Steelkilt. Dans sa voix ordinaire, un peu brisée seulement par la fatigue, il répondit, disant que balayer le pont n'était pas son affaire, et qu'il ne le ferait pas. Puis, sans faire aucune allusion à l'appel, il nomma 3 garçons comme étant les balayeurs coutumiers. N'ayant pas été désignés pour les pompes, ils n'avaient rien fait ou presque de toute la journée. Radney répliqua en jurant, répétant sans le modifier son ordre d'une manière impérieuse et outrageante. Et il s'avança sur l'homme des lacs, demeuré assis, en brandissant un marteau de tonnelier qu'il avait saisi sur un baril se trouvant tout près. Échauffé et irrité comme il l'était par son travail haletant de la pompe, malgré toute sa patience, ruisselant de sueur, Steelkilt ne pouvait que mal prendre cette attitude du second, mais étouffant de son mieux sa colère, avec entêtement, il resta sans parler sur son siège, tant qu'à la fin, Radney, exaspéré, secoua le marteau à 2 doigts de sa figure en lui ordonnant furieusement d'obéir. Steelkilt se leva, il sortira lentement derrière le cabestan, suivi de près par le second avec son marteau menaçant. Délibérément, il répétait son intention de ne point obéir. Voyant pourtant que sa patience restait sans effet, par un geste éloquent de la main, il avertit le possédé de se retirer, mais en vain. Ainsi, ils firent une fois le tour du cabestan. Quand, enfin, résolu de ne plus reculer, en se disant qu'il avait patienté autant que son humeur le lui permettait, l'homme des lacs s'arrêta sur les écoutilles et il parla ainsi à l'officier. « Je ne veux pas vous obéir, monsieur Radney. Enlevez ce marteau de là ou gare à vous. » Le second s'approcha encore plus près de l'homme des lacs, immobile maintenant, et il agita le lourd marteau à 1 pouce de ses dents en débitant à la file d'insupportables malédictions. Sans reculer d'1 millimètre de pouce, son œil perçant plongeant comme un poignard dans le regard de l'autre, Steelkilt serra son poing droit et, le ramenant doucement en arrière, il dit à son persécuteur que si seulement le marteau effleurait sa joue, lui, Steelkilt, le tuerait. Mais le fou, messieurs, était marqué par les dieux pour la tuerie. Immédiatement, le marteau toucha la joue. L'instant d'après, la mâchoire inférieure brisée, le second tomba sur l'écoutille, perdant du sang comme une baleine. Avant que l'alarme pût être donnée à l'arrière, Steelkilt secoua un des galopants qui remontait jusqu'aux têtes de mât, où 2 de ses camarades étaient de vigie. Tous 2 étaient des canalers. « Canalers » s'écria Don Pedro. « Nous avons vu dans nos ports pas mal de baleiniers, mais nous n'avons jamais entendu parler de vos canalers. Pardon, qu'est-ce au juste ?» Les canalers, seigneur, sont les bateliers qui viennent de notre grand canal Eurier. Vous devez en avoir entendu parler. Non, seigneur. Ici, sur cette terre ennuyeuse, chaude, paresseuse et héréditaire, nous ne connaissons que bien mal votre nord vigoureux. Oui, alors, seigneur, remplissez mon verre. Votre chicha est très bonne. Et avant toute chose, je vous dirai ce que sont nos canalers, car cela peut éclairer mon histoire. Durant 360 000, messieurs, traversant l'État de New York dans toute sa largeur, traversant d'innombrables cités populeuses et des villages très prospères, traversant de longs et mornes marécages inhabités et de riches champs cultivés d'une incomparable fertilité, négligeant les salles de billard et les brasseries, traversant les lieux saints des forêts, des arches romaines au-dessus des rivières indiennes, traversant le soleil, l'ombre, laissant de côté des cœurs heureux ou brisés,
Traversant tout le vaste paysage plein de contrastes des nobles comtés de Mohawk, et surtout les cent côtés des lignes de chapelles blanches, comme la neige dont les clochers se tiennent presque comme des bornes kilométriques, traversant tout ça, un flot de vie corrompue à la vénitienne et souvent sans loi coule sans discontinuer. C'est là qu'on trouve tous les Apaches, messieurs. C'est là que hurle toute la voyoucratie. C'est là que vous la trouvez près de votre porte ou à l'ombre protectrice des églises. Car par une curieuse rencontre, de même qu'on remarque souvent les canailles se tiennent toujours autour des palais de justice. De même, messieurs, les pécheurs abondent dans le voisinage des lieux sanctifiés. Méfions-nous. Est-ce qu'il n'y a pas de frère qui passe ? Demanda Don Pedro en regardant en bas vers la plaza pleine de peuple avec une inquiétude pleine d'humour. Heureusement pour notre ami nordique que l'inquisition de Dame Isabelle décroît à Lima, s'esclaffa Don Sébastien. Continuez, Seigneur. Un moment, je vous prie, intervint un autre de la compagnie. Au nom de nous tous, gens de Lima, je voudrais seulement vous dire, monsieur le marin, que nous avons apprécié votre délicatesse à ne point confondre l'actuelle Lima à votre lointaine Venise, dans la comparaison de corruption que vous venez de faire. Oh, ne vous inclinez pas en prenant cet air étonné. Vous connaissez le proverbe qui court tout le long de cette côte, corrompu comme à Lima. Il ne fait que confirmer ce que vous dites au sujet des églises, aussi nombreuses que des salles de billard, et toujours ouvertes et corrompues comme à Lima. Allez, ça vaut Venise. J'y ai été. La sainte cité de l'évangéliste béni, Saint Marc, ah, que Saint Dominique la purge. Votre verre. Merci. Le voilà plein. À vous de le vider maintenant. Librement dépeint dans son milieu, le canalaire, messieurs, ferait un superbe héros de drame, tant il est abondamment et pittoresquement voyou. Comme Marc-Antoine, il flotte pendant des jours et des jours avec indolence le long du canal, comme sur un île verdoyant et fleuri. Lutinant ouvertement sa Cléopâtre, aux joues rouges, et faisant mûrir ses cuisses abricots sur le pont ensoleillé de son chaland. Mais à terre, toute cette mollesse cesse. Le déguisement de bandit que le canalaire aborde si fièrement, son chapeau aux joyeux rubans posés de travers, accuse ses traits magnifiques. Il est une terreur pour l'innocence souriante des villages qu'il traverse en flottant. Son visage et ses fanfaronnades ne sont pas peu redoutés dans les villes. Vagabond moi-même sur leur propre canal, j'ai reçu une fois de bons services d'un de ces canalaires. Je le remercie de tout mon cœur. Je ne voudrais pas être ingrat, mais c'est souvent que cet homme de violence a le bras aussi apte à soutenir un étranger pauvre qu'à piller un riche. Somme toute, messieurs, la sauvagerie de cette vie sur le canal vous est emphatiquement démontrée par ceci que notre pêcherie de baleines accueille un bon nombre de ces personnages, les plus typiques, et que nos capitaines baleiniers ne se méfient d'aucune race humaine, autant que de celle-là, les natifs de Sydney mis à part. Et le curieux de cette affaire n'est pas diminué du fait que pour des milliers de jeunes gars nés sur ces bords, la vie d'épreuve du canal est le seul moyen de transition entre faucher placidement un champ de blé chrétien et hardiment sillonner les eaux des mers les plus barbares. « Je vois, s'exclama impétueusement Don Pedro, en renversant sa chicha sur sa manchette. « Voyager ne sert de rien. Le monde entier n'est qu'une Lima. J'avais pensé que dans votre nord tempéré, les populations étaient saintes et froides, comme les collines. Enfin, votre histoire. » Je m'étais arrêté, messieurs, quand l'homme des lacs secouait les galopants. À peine l'eut-il fait qu'il se trouva cerné par les 3 autres seconds et les 4 harponneurs qui le bousculèrent jusqu'au pont. Mais dégringolant des haubans comme des comètes, les 2 canalaires de vigie se précipitèrent dans la bagarre et cherchèrent à ramener leurs copains vers le gaillard d'avant. D'autres matelots se joignirent à eux dans cette tentative et une mêlée générale s'ensuivit. Tout en se tenant hors de danger, le vaillant capitaine, armé d'une pique à baleine, dansait de long en large, ordonnant à ses officiers de mener durement cet atroce vaurien et de le haler au gaillard d'arrière. Par intervalles, il courait jusque tout près du bord tournoyant de la mêlée et il piquait de sa lance l'objet de son ressentiment pour essayer de l'en faire sortir. Mais Steelkit et ses camarades étaient trop nombreux. Ils parvinrent à gagner le pont avant, et là, rapidement, ils placèrent 3 tonneaux en ligne avec le cabestan.
et ces Parisiens de la mer se retranchèrent derrière cette barricade. « Sortez de là, pirates !» hurla le capitaine, les menaçant maintenant avec un pistolet dans chaque main, pistolet que venait de lui apporter le steward. « Sortez de là, coupeur de gorge !» Steelkilt sauta sur la barricade et s'y promena de long en large, défiant les pistolets et faisant clairement comprendre au capitaine que sa mort à lui, Steelkilt, serait le signal d'une mutinerie meurtrière de tous les marins. Craignant en son fort intérieur que ça ne soit que trop vrai, le capitaine mollit un peu, mais néanmoins, il ordonna aux révoltés de retourner instantanément à leur travail. « Promettez-vous de ne pas nous toucher si nous y allons ?» demanda le meneur. « Aux pompes, aux pompes !»« Je ne fais pas de promesses, à votre devoir. »« Vous voulez faire sombrer le navire en cessant le travail dans un moment comme celui-là ? Aux pompes !» Et encore une fois, il leva un pistolet. « Faire sombrer le navire !» cria Steelkilt. « Eh, qu'il sombre ! Pas un n'y mettra la main, si vous ne jurez qu'aucune corde ne sera levée contre nous. Qu'en dites-vous, les gars ?» Un farouche vivat fut la réponse. Maintenant, l'homme des lacs patrouillait sur la barricade, sans perdre de l'œil le capitaine et émettant par saccades des phrases de ce genre. « C'est pas notre faute. Nous ne l'avons pas cherché. Je lui ai dit de lâcher son marteau. C'était le travail des garçons. Il aurait dû mieux me connaître avant ce moment-là. Je lui ai dit de ne pas piquer le buffle. Je crois que je me suis cassé un doigt contre sa maudite mâchoire. Est-ce que les couteaux à hacher ne sont pas dans le gaillard d'avant, les gars ? Gare à ces inspects, mon gros. Pardieu, capitaine, gare à vous, dit le mot. Ne faites pas la bête. Oubliez tout ça. Nous sommes tous prêts à retourner au travail. Traitez-nous comme il faut, et nous sommes vos hommes. Mais nous refusons d'être fouettés. Aux pompes, je ne fais pas de promesses. Aux pompes, je dis. Écoutez-moi donc, répondit l'homme des lacs, étendant son bras vers lui. Il y a ici quelqu'un de nous, dont je suis, qui se sont embarqués pour la croisière. Or, vous savez bien, sœur, que nous pouvons demander notre renvoi dès que l'ancre sera jetée, de sorte que nous ne voulons pas une querelle. Ce n'est pas notre intérêt. Nous voulons la paix. Nous sommes prêts à travailler, mais nous ne voulons pas être fouettés. « Aux pompes !» hurla le capitaine. Un instant, Steelkilt regarda autour de lui, puis il répliqua. « Je vous dis ce qu'il en est. Maintenant, capitaine, plutôt que de vous tuer et d'être ensuite pendu, nous ne lèverons pas une seule main contre vous, à moins que vous ne nous attaquiez. Mais tant que vous n'aurez pas promis de ne pas nous fouetter, nous ne donnerons pas un seul coup de main. Alors, en bas, au gaillard d'avant. Je vous y garderai jusqu'à ce que vous en ayez assez. En bas. »« Est-ce qu'on y va » demanda le chef à ses hommes. La plupart d'entre eux étaient contre, mais finalement, pour obéir à Steelkilt, ils le précipitèrent dans l'entre-noir, disparaissant avec des grognements comme des ours dans un caveau. Quand la tête de l'homme des lacs fut juste au niveau du plancher, le capitaine et les siens sautèrent la barricade et fermèrent rapidement la porte à glissière de l'écoutille, plaquant leurs mains dessus, tout en criant au steward d'apporter le lourd cadenas de cuivre qui appartenait à l'échelle de dunette. Puis, ouvrant un peu l'écoutille, le capitaine chuchota quelque chose dans la fente et il referma, tournant la clé sur eux. Ils étaient 10, laissant sur le pont quelques 20 hommes ou un peu plus qui, jusqu'alors, étaient restés neutres. Toute la nuit, une garde vigilante fut montée par tous les officiers, à l'avant et à l'arrière, surtout autour de l'écoutille du gaillard d'avant. On craignait que les insurgés émergent de ce dernier endroit après s'être frayé passage à travers la cloison du bas. Mais les heures noires de la nuit passèrent en paix. Les hommes demeuraient fidèles à leurs devoirs, travaillant dur aux pompes dont, par intervalles, le cliquetis résonnait tristement à travers le navire, dans la nuit morne. Au lever du soleil, le capitaine s'en fut à l'avant et, frappant sur le pont, il ordonna aux prisonniers de se rendre au travail. Un hurlement de refus lui répondit. On leur descendit de l'eau et 2 poignées de biscuits leur furent jetés ensuite. Puis, tournant de nouveau la clé sur eux et la mettant dans sa poche, le capitaine retourna au gaillard d'arrière. 2 fois par jour, pendant 3 jours, il en fut ainsi. Mais le 4e au matin, un bruit confus de dispute, puis de lutte, fut entendu quand l'ordre coutumier fut donné, et subitement 4 hommes firent interruption du gaillard d'avant, disant qu'ils étaient prêts à travailler.
l'air fétide et la diète, et peut-être aussi la peur d'un châtiment final, les avaient contraints de se rendre à discrétion. Enhardi par ce fait, le capitaine répéta son ordre aux autres, mais Steelkilt lui hurla d'une façon abominable d'arrêter son bavardage et de retourner d'où il était venu. Le 5e matin, 3 autres mutins parvenaient à s'échapper des bras désespérés qui cherchaient à les retenir. Il n'en restait plus que 3. « Vous feriez mieux de retourner au travail », leur cria le capitaine, en se moquant cruellement. « Bouclez-nous vite, voulez-vous » cria Steelkilt. « Oh, certainement », répondit le capitaine, et la clé tourna. Alors, messieurs, enragés par la défection de 7 de ses anciens complices, piqué au vif par la voix moqueuse qui venait de lui répondre, et rendu fou par sa longue réclusion dans un endroit noir comme les entrailles du désespoir, alors, dis-je, Steelkilt proposa aux 2 Canalers, qui, selon toute apparence, pensaient comme lui jusque-là, de sortir de leur trou au prochain appel de la garnison, et armés de leurs hachoirs bien affilés, un long et lourd instrument en forme de croissant, avec une poignée à chaque extrémité, de courir comme des fous du beaupré à la poupe pour tâcher, dans leur diabolique fureur, de se rendre maître du vaisseau. Que les autres se joignent à lui ou non, il le ferait, lui, disait-il. C'était la dernière nuit qu'il passerait dans ce trou. Mais le projet ne rencontrait aucune opposition de la part des 2 autres. Ils jurèrent qu'ils étaient prêts à tout, sauf à se rendre. De plus, chacun voulait être le premier à monter sur le pont quand le moment serait venu. Mais leur chef s'y opposa farouchement. Il se réservait cette priorité, d'autant que chacun de ses 2 compagnons ne voulait céder à l'autre et tous les 2 ne pouvaient être les premiers, car l'échelle ne permettait que le passage d'un homme. Et nous voici parvenus, messieurs, à la trahison de ces mécréants. Lorsqu'ils ouïrent le projet désespéré de leur chef, chacun d'eux, en son fort intérieur, avait eu aussitôt la même idée traîtresse, qui était d'être le premier à sortir, afin d'être le premier des 3, quoique le dernier des 10, à se rendre, et ainsi de s'approprier le peu de chance de pardon qu'une telle conduite pouvait mériter. Mais quand Steelkilt fit connaître sa détermination de continuer jusqu'au bout, eux, de quelque façon, par quelque subtile chimie scélérate, fondirent ensemble leur traîtrise, jusqu'alors secrète et séparée. Et quand le chef se fut endormi, ils ouvrirent leur âme l'un à l'autre en 3 phrases. Ils ligotèrent le dormeur avec des cordages et le bâillonnèrent, puis, à minuit, se mirent à hurler afin d'attirer le capitaine. Pensant qu'il y avait un meurtre et reniflant l'odeur du sang dans l'obscurité, le capitaine et tous les seconds, avec les harponneurs armés, se précipitèrent au gaillard d'avant. En un instant, l'écoutille fut ouverte et, pieds et mains liés, le meneur qui se débattait encore fut poussé sur le pont par ses perfides alliés qui réclamèrent aussitôt l'honneur de s'être rendus maîtres d'un homme mûr pour le meurtre. Mais ils furent saisis eux aussi et traînés le long du pont comme des bestiaux morts. Puis, côte à côte, ils furent attachés dans le gréement d'artimon comme 3 quartiers de viande et demeurèrent pendus là jusqu'au matin. « Dieu vous damne !» leur cria le capitaine, passant et repassant devant eux. « Les vautours ne vous toucheront pas, misérables !» Au lever du soleil, il fit réunir tout l'équipage et séparant ceux qui s'étaient révoltés de ceux qui n'avaient pris aucune part à la mutinerie, il dit au premier qu'il était bien d'avis de les fouetter tous, qu'il pensait, somme toute, qu'il allait le faire, qu'il devait le faire, que la justice le commandait, mais que pour l'instant, vu leur reddition opportune, il ne leur ferait qu'une réprimande, qu'il se mit en devoir de leur administrer en leur langue maternelle. « Mais quant à vous, charogne de vaurien, s'exclama-t-il, en se tournant vers les 3 hommes attachés dans les gréements, « quant à vous, mon intention est de vous hacher et de vous jeter dans les chaudrons. » Ce disant, il avait attrapé une corde et, de toutes ses forces, il l'appliqua sur le dos des 2 traîtres jusqu'à ce que ceux-ci, cessant de hurler, restent suspendus, inanimés, la tête pendante, comme sont peints les 2 larrons crucifiés. « Je m'en suis foulé le poignet, dit-il enfin. Mais il reste encore assez de corde pour vous, mon beau coq de Batham, qui ne vouliez pas céder. Enlevez ce bâillon de sa bouche et écoutons ce qu'il a à dire pour sa défense. » Les mâchoires engourdies du mutin tremblèrent.
Douloureusement, il tourna la tête, puis il dit avec une sorte de sifflotement « Je dis ceci, et faites-y bien attention. Si vous me fouettez, je vous tue. »« Ah oui, alors voyez comment vous me faites peur. » Et il s'écarta pour frapper. « Vaut mieux pas, » sifflota l'homme des lacs. « J'en ai trop envie, » répliqua le capitaine, et il se remit en position. Ici, Steelkilt marmonna quelque chose qui ne put être entendu que du capitaine. Au grand étonnement de tous, celui-ci sursauta en arrière, se mit à arpenter le pont à 2 ou 3 reprises, puis, jetant subitement la corde, il dit « Je ne le ferai pas. Relâchez-le. Coupez ses liens, vous m'entendez ?» Comme les seconds, obéissant, s'élançaient pour exécuter l'ordre, un homme très pâle à la tête bandée les arrêta. C'était Radney. Depuis qu'il avait été blessé, il était resté dans son hamac. Mais ce matin-là, entendant du tumulte sur le pont, il était sorti en chancelant et avait assisté à toute la scène. Sa bouche était dans un tel état qu'il pouvait à peine parler. Mais il marmonnait quelque chose comme quoi, lui, voulait et pouvait faire ce que le capitaine n'osait entreprendre. Il ramassa la corde et s'avança sur son ennemi garrotté. « Vous êtes un lâche, » siffla l'homme des lacs. « Eh oui, mais prends ça en attendant. » Le second brandissait la corde juste sur le point de frapper lorsqu'un nouveau sifflement arrêta son bras levé. Il demeura ainsi 1 seconde, puis il acheva son geste, tenant parole, quelle qu'ait pu être la menace de Steelkilt. Les 3 hommes furent alors relâchés. Tout l'équipage retourna au travail et, manœuvré à contre-cœur, les pompes retentirent comme auparavant. Ce jour-là, sitôt que la nuit fut tombée, quand le quart fut descendu en bas, des clameurs se firent entendre dans le gaillard d'avant, et, tremblants, les 2 traîtres accoururent assiéger la porte de la cabine, disant qu'ils n'osaient pas demeurer avec l'équipage. Paroles, coups de pied et coups de poing ne purent les en chasser. Sur leur propre demande, ils furent mis à fond de cale pour leur salut. Aucun signe de mutinerie, néanmoins, ne réapparut chez les autres. Au contraire, il semblait qu'à l'instigation de Steelkilt, ils étaient résolus d'observer la paix la plus stricte et d'obéir jusqu'à la fin, pour déserter en bloc lorsque le vaisseau mouillerait au port. Mais pour hâter la fin du voyage, ils avaient convenu tous d'une autre chose, à savoir de ne point signaler les baleines au cas où on en découvrirait. Car malgré son avarie, et en dépit de tous autres périls, le Tan-Ho avait encore ses vigies au haut des mâts, et son capitaine était toujours prêt à mettre les embarcations à la mer pour une baleine, tout comme le jour où il était arrivé sur le terrain de chasse. Quant à Radney, il était prêt lui aussi à échanger son hamac pour une baleinière, et avec sa bouche bandée, de chercher à bâillonner à mort la mâchoire vivante de la baleine. Mais bien que l'homme des lacs eût persuadé aux matelots d'adopter cette conduite passive, lui-même gardait secrètes ses propres intentions de vengeance sur l'homme qui l'avait piqué jusqu'au fond du cœur. Il était du quart de Radney, et comme si l'homme aveuglé cherchait à faire plus de la moitié du chemin pour rencontrer son destin, après la scène du fouet, il insista, malgré le désir contraire du capitaine, pour reprendre son quart de nuit. Sachant ça, et aussi une des 2 autres circonstances, Steelkilt organisa mystérieusement le plan de sa vengeance. Au cours de la nuit, Radney avait l'habitude propre aux marins de s'asseoir sur le bastingage du gaillard d'arrière et d'appuyer son bras sur le plat-bord du canot qui était pendu là, un peu au-delà des flancs du vaisseau. Dans cette attitude, c'était connu, il somnolait parfois. Il y avait un vide considérable entre le canot et le vaisseau, et en bas, c'était la mer. Calculant son temps, Steelkilt découvrit que son prochain tour au timon arriverait vers 2 heures, le matin du 3e jour suivant, celui au cours duquel il avait été trahi. Entre-temps, il occupait ses loisirs dans les quarts d'en bas à tresser quelque chose très soigneusement. « Qu'est-ce que vous faites là ?» lui demanda un camarade. « Qu'est-ce que vous pensez que ça soit ? De quoi est-ce que ça a l'air ? » « Ça pourrait avoir l'air d'une aiguillette pour votre sac. Mais si c'est ça, elle est drôle qu'il me semble. »« Oui, assez drôle, » répondit l'homme des lacs, tenant l'objet à bout de bras devant lui. « Mais je crois que ça pourra faire. Seulement, je n'ai pas assez de ficelle. En avez-vous, camarade ? » « Il y en a point au gaillard d'avant. »
Alors faut que j'en demande au vieux Rad. » Et il se leva pour aller à l'arrière. « Vous n'avez pas l'intention d'aller lui mendier, à lui ?» dit le matelot. « Pourquoi pas ? Pensez-vous qu'il ne me rendra pas un service, puisqu'en fin de compte, c'est pour l'aider ?» Il se dirigea vers le second, le regarda tranquillement et lui demanda de la ficelle pour raccommoder son hamac. Elle lui fut donnée. Ni ficelle ni aiguillette ne furent plus revues. Mais la nuit suivante, une boule de fer, enrobée de ficelles tressées serrées, sortit un peu de la jaquette de singe de l'homme des lacs, au moment où il était en train de bourrer son manteau, en guise d'oreiller dans son hamac. 24 heures après, arriva son tour au timon, silencieux tout près de l'homme, à qui il arrivait de dormir au-dessus du tombeau, toujours prêt à recevoir le marin. L'heure fatidique approchait. Et, dans l'âme de Steelkilt, le second était déjà raide comme un cadavre, avec le crâne défoncé. Mais alors, messieurs, un idiot sauva celui qui se voulait meurtrier et empêcha l'acte sanglant qu'il avait projeté. Il eut néanmoins une vengeance complète, mais sans être le vengeur. C'est par une mystérieuse fatalité, le ciel lui-même sembla intervenir et prit à son compte l'acte damnable que Steelkilt était sur le point de commettre. C'était juste entre l'aube et le lever du soleil, le matin du 2e jour, alors qu'il lavait les ponts, qu'un homme stupide de Ténérife, qui tirait de l'eau à la Noria, s'écria soudain. « Là, elle roule! Là, elle roule! Jésus, quelle baleine !» C'était Moby Dick. « Moby Dick ?» s'écria Don Sébastien. « Par Saint-Dominique, monsieur le marin, est-ce que les baleines ont des noms de baptême ? Qui appelez-vous Moby Dick ? Une qui était très blanche, très fameuse, un monstre éternellement mortel. Don, mais ce serait une trop longue histoire. Quoi, s'écrièrent tous les jeunes Espagnols, se pressant en foule. Non, messieurs, non, je ne puis raconter tout ça maintenant. Laissez-moi de l'air, messieurs. La chicha, cria Don Pedro. Notre vigoureux ami semble vouloir se trouver mal. Remplissez son verre vide. Pas nécessaire, messieurs. Un moment et je continue. Je disais donc, messieurs, qu'apercevant soudain la neigeuse baleine à une 50aine de mètres du vaisseau, l'homme de Ténérife, oubliant la convention de l'équipage, avait, dans l'excitation du moment, instinctivement et involontairement élevé la voix pour signaler le monstre, bien qu'il eût été aperçu depuis un bon moment par les vigies moroses des 3 mâts. Son exclamation déclencha toute une frénésie. « La baleine blanche ! La baleine blanche !» hurlait le capitaine. Second et harponneur, qui, sans être autrement effrayés des bruits qui couraient sur elle, brûlaient tous d'attraper une bête si fameuse et si précieuse. L'équipage, lui, regardait d'un sale œil et en jurant copieusement l'effroyable beauté de la vaste masse laiteuse, et qui, éclairée par les rayons horizontaux du soleil, luisait et scintillait comme une vivante opale dans le bleu matinal de la mer. L'étrange fatalité, messieurs, traça toute la marche de ces événements, comme si, en vérité, ils avaient été dessinés sur la carte avant le monde lui-même. Le mutin était l'homme d'avant de la baleinière du second. Dans la chasse, son devoir était de s'asseoir à ses côtés et de tirer ou de lâcher la ligne au mot d'ordre, tandis que Radney se tenait droit à la proue avec sa lance. Quand les 4 baleinières furent mises à la mer, celle de Radney se trouva être la première. Aucun matelot alors ne hurla de joie plus férocement que ne le fit Steelkilt, tandis que, muscles bandés, il tirait sur l'aviron. Après qu'ils eurent ramé durement, le harponneur piqua ferme et, lance en main, Radney sauta à la proue. Dans une baleinière, il était toujours furieux, semble-t-il. L'ordre qu'il donna alors de sa bouche bâillonnée fut celui d'aborder en plein sur le dos de la baleine. De bon cœur, celle-ci le traînait de plus en plus vite, dans une écume aveuglante qui mélangeait 2 blancheurs ensemble. Subitement, la baleinière heurta le monstre comme un récif submergé, et en chavirant, elle renversa le second debout. À l'instant même où il tombait sur le dos glissant de la baleinière se redressait et la houle la jetait de côté tandis que Radney était entraîné sur l'autre flanc du monstre. Il se mit à nager à travers l'écume. Pendant un instant, à travers ce voile, on le vit, affolé, cherchant à se dérober à la vue de Moby Dick.
Mais la baleine vira subitement comme un soudain maelstrom. Elle saisit le nageur entre ses mâchoires et, se dressant haut dans l'air avec lui, elle piqua droit de nouveau et disparut. Cependant, au premier choc de la baleinière, l'homme des lacs avait lâché la ligne afin de se tenir hors des remous, et il contemplait le spectacle avec calme, en ruminant ses propres pensées. Mais subitement, de terribles secousses tirèrent le bateau en bas, et vite, il approcha son couteau de la ligne. Il la trancha et la baleine fut libre. Mais à quelque distance, Moby Dick réapparut de nouveau à la surface, quelques lambeaux de la chemise rouge de Radney accrochés dans les dents qu'il avait détruits. Les 4 baleinières donnèrent la chasse de nouveau, mais la baleine les évita et finalement elle disparut tout à fait. En bon temps, le Town-Ho atteignit son port. Un endroit solitaire et sauvage où ne résidait aucune créature civilisée. Là, entraîné par l'homme des lacs, tout l'équipage, sauf 5 ou 6 hommes du gaillard d'avant, désertèrent délibérément parmi les palmiers. Sitôt là, ils se saisirent d'un grand canoë double de guerre des sauvages et mirent voile pour quelque autre havre. L'équipage du vaisseau étant réduit à une simple poignée d'hommes, le capitaine fit appel aux gens de l'île pour l'aider dans le laborieux travail de réfection du vaisseau. Mais la petite bande de Blancs furent contraintes de surveiller jour et nuit ces dangereux alliés, et le travail fut d'une si extrême dureté que lorsque le vaisseau fut de nouveau prêt à prendre la mer, les hommes étaient tellement affaiblis que le capitaine n'osa s'embarquer avec eux dans un vaisseau si lourd. Après avoir consulté ses officiers, il ancra le navire aussi loin que possible de la côte, chargea et plaça ses 2 canons à l'avant, entassa ses mousquets à la poupe et il avertit les gens de l'île qu'ils n'approcheraient qu'à leurs risques et périls. Il prit alors un homme avec lui dans sa meilleure baleinière et se dirigea droit au vent sur Tahiti, éloigné de 500 milles, afin de se procurer un équipage de renfort. Le 4e jour, ils aperçurent un grand canoë qui semblait s'être détaché d'une île basse de corail. Ils s'en éloignèrent, mais le bateau sauvage fonça sur eux, et bientôt la voix de Steelkilt leur cria de stopper, menaçant, s'ils n'obéissaient pas, de les couler. Le capitaine sortit un pistolet. Un pied posé sur chacune des proues des canoës jumelés, l'homme des lacs se moqua de lui assurant que si le pistolet foirait, il l'enterrerait, lui, dans des bulles d'eau et d'écume. « Que voulez-vous de moi » cria le capitaine. « Où allez-vous ?»« Et pourquoi y allez-vous » répondit Steelkilt. « Ne mentez pas. Je vais à Tahiti chercher des hommes de plus. »« Très bien. Laissez-moi vous aborder un moment, je viens en paix. » En disant cela, il sauta du canoë, nagea à la baleinière et, grimpant au plat-bord, se tint face à face avec le capitaine. « Croisez vos bras, sœur, et redressez la tête. Maintenant, répétez après moi. Dès que Steelkilt m'aura quitté, je jure de mouiller mon bateau à l'île là-bas et d'y rester 6 jours. Si je ne le fais pas, que la foudre me frappe. »« Un bon écoulier, » grouilla l'homme des lacs. « Adios, Seigneur. » Et sautant à la mer, il rejoignit ses camarades. Il épia la baleinière jusqu'à ce qu'elle soit bien ancrée tout contre les racines de cocotier. Puis Steelkilt fit voile de nouveau et arriva enfin à Tahiti, qui était aussi sa propre destination. Là, la chance lui sourit. 2 vaisseaux étaient prêts à mettre voile pour la France et, providentiellement, eurent précisément besoin du nombre d'hommes que conduisait notre marin. Ils s'embarquèrent et eurent ainsi une belle avance sur leur ancien capitaine. Celui-ci eût-il été enclin à les poursuivre pour un châtiment légal. Quelques 10 jours après le départ du bateau français, la baleinière arriva à son tour, et le capitaine fut contraint d'embarquer des Tahitiens qui avaient quelque habitude de la mer. Louant un petit schooner indigène, il retourna avec eux à son vaisseau et, y trouvant tout en ordre, reprit de nouveau sa croisière. Personne ne sait où est Steelkilt maintenant, messieurs. Mais à Nantucket, la veuve de Radney regarde encore la mer qui refuse de lâcher ses morts. Et dans ses rêves, elle voit encore l'effroyable baleine blanche qui l'a détruit. « Avez-vous fini » demanda doucement Don Sebastian. « Oui, Seigneur. »« Alors, je vous en supplie, dites-moi si vous êtes convaincu que votre histoire est vraie. Elle est tellement merveilleuse.
La tenez-vous d'une source certaine? Excusez-moi si j'ai l'air d'insister. Et excusez-nous, nous tous également, monsieur le marin, car nous nous associons à la question de Don Sébastien, reprit en chœur la compagnie avec un énorme intérêt. Y a-t-il un exemplaire des Saints Évangiles dans l'auberge dorée, messieurs? Non, répondit Don Sébastien, mais je connais tout près d'ici un bon prêtre qui m'en procurera vite un. Je vais le chercher. Mais êtes-vous bien décidé? Ceci peut devenir trop sérieux. Ayez la bonté de ramener aussi le prêtre, Seigneur. Quoiqu'il n'y ait plus d'autodafé à Lima, maintenant, dit quelqu'un de la compagnie à son voisin, je crains que notre ami n'encourt les foudres archiépiscopales. Retirons-nous hors du clair de lune. Non, je ne vois point la nécessité de tout ça. Excusez-moi de courir après vous, Don Sébastien, mais puis-je vous prier de vous procurer le plus grand évangéliaire que vous puissiez trouver? Voici le prêtre. Il vous apporte les évangiles, dit gravement Don Sébastien, réapparaissant avec un grand et solennel personnage. Que j'enlève mon chapeau. Avancez davantage dans la lumière, vénérable prêtre, et tenez le livre saint devant moi, que je puisse le toucher. Que le ciel m'aide. Sur mon honneur, l'histoire que je vous ai racontée, messieurs, est en substance et dans ses grandes lignes véridique. Je la tiens pour vraie. Elle est arrivée sur ce globe. Mes pieds se sont posés sur ce vaisseau. Je connaissais son équipage. J'ai vu Steelkilt, et je lui ai parlé depuis la mort de Radney. Des monstrueuses peintures de baleines. Je vais peindre pour vous, aussi bien qu'on le puisse sans toile, quelque chose comme la vraie forme de la baleine, telle qu'elle apparaît à l'œil du baleinier, lorsqu'elle se trouve amarrée le long du vaisseau, de telle sorte qu'on peut planter fermement les pieds dessus. Auparavant, il est peut-être utile de faire allusion aux curieux portraits imaginaires d'elle qu'ont fait jusqu'à ces jours les terriens. L'instant est venu de corriger les idées que le monde s'en est fait, en prouvant que de tels portraits de la baleine sont absolument faux. Il se peut que l'origine de toutes ces illusions picturales se trouve parmi les plus antiques sculptures hindoues, égyptiennes et grecques. Car depuis ces époques pleines d'inventions, mais sans scrupules, lorsque, sur les panneaux de marbre des temples, les piédestaux des statues, boucliers, médaillons, coupes, pièces de monnaie, etc., le dauphin fut représenté. Ce fut avec des écailles d'armure pareilles à celles de Saladin, et avec une tête casquée comme celle de Saint-Georges. Depuis lors, quelque chose de cette licence est demeuré et continue encore, non seulement dans les portraits les plus populaires de la baleine, mais dans beaucoup de ses représentations scientifiques. Or, de beaucoup, l'image la plus ancienne qui existe, ayant la prétention d'être celle de la baleine, se trouve dans la fameuse caverne pagode d'Éléphanta, aux Indes. Les brahmines prétendent que dans les sculptures innombrables de cette pagode vénérable, tous les commerces et métiers, toutes les vocations concevables de l'homme, furent préfigurés des siècles avant qu'aucun d'eux existât réellement. Il n'est pas surprenant alors que notre noble profession de chasseur de baleines y ait son ombre projetée. La baleine hindoue en question est dans un compartiment séparé du mur qui dépeint l'incarnation de Vishnu sous la forme du Léviathan, doctement connu comme le Matsya Avatar. Mais bien que cette sculpture soit moitié homme et moitié baleine, de celle-ci n'ayant que la queue, cette partie d'elle est néanmoins figurée toute de travers. Plutôt qu'à la queue majestueusement palmée des vraies baleines, elle ressemble à la queue d'un anaconda. Visitons maintenant les vieilles galeries et regardons le portrait de ce poisson par un grand peintre chrétien. Il n'a pas mieux réussi que l'hindou antédiluvien. C'est par le guide, le tableau représentant Persée sauvant Andromède du monstre marin. Autrement dit, de la baleine. Où le guide a-t-il pu trouver le modèle d'une créature aussi étrange? Hogarth ne fait pas mieux en peignant sa propre descente de Persée. L'énorme masse du monstre hogarthien ondule à la surface, tirant à peine un pouce d'eau. Sur son dos est une sorte d'écubier. Sa bouche distendue, munie de défenses entre lesquelles roulent les vagues,
pourrait être prise pour le portail des traîtres qui mène de la Tamise à la Tour. Il y a aussi les baleines de Sibbald, le vieil Écossais, et la baleine de Jonas, telle qu'elle est figurée dans les gravures des anciennes Bibles et dans les vieux livres d'école. Mais que peut-on en dire ? Quant à la baleine du relieur, telle qu'elle est imprimée en or sur le dos et les pages de titres de beaucoup de livres vieux et nouveaux, c'est une pittoresque mais purement fabuleuse créature, imitée, je suppose, de cette même genre de figure des vases antiques. Quoique universellement dénommé dauphin, j'appelle néanmoins ce poisson des relieurs un essai de baleine. Car telle fut l'intention première. Cela fut innové par un vieil éditeur italien du XVe siècle, pendant la Renaissance. En ces jours, et même jusqu'à une période relativement tardive, les dauphins furent populairement supposés être une espèce de léviathan. Dans les vignettes et autres embellissements de certains livres anciens, vous rencontrerez de temps en temps quelques baleines ayant de très curieuses touches, avec toutes sortes de jets, sources chaudes et froides. Saratoga et Baden-Baden, surgissant, fumantes de leur cerveau jamais là. Dans la page de titre de l'édition originale de l'Avancement du savoir, vous trouverez aussi quelques curieuses baleines. Laissons tous ces essais d'amateurs pour regarder les images du Léviathan qui prétendent être des dessins sobres et scientifiques réalisés par ceux qui savent. Dans la collection de voyages du vieil Harris, il y a quelques planches de baleines extraites d'un livre de voyage hollandais, AD 1671, intitulé « Un voyage à la chasse aux baleines au Spitzberg dans le vaisseau, Jonas dans la baleine ». Peter Peterson de Friesland, capitaine. Dans une de ces planches, les baleines sont représentées comme de grands radeaux de troncs d'arbres couchés parmi les îles de glace, avec des ours blancs qui leur courent sur le dos. Dans une autre planche, on constate cette erreur prodigieuse d'une baleine représentée avec une queue perpendiculaire. Et encore, il y a l'Inquatro imposant, écrit par un capitaine Colnett, capitaine dans la flotte anglaise, intitulé « Un voyage autour du Cap Horn et dans les mers du Sud », ayant pour but d'étendre les pêcheries de la baleine. Dans ce livre, il y a un dessin qui prétend être le portrait du Finistère ou baleine à spermacétie, dessiné d'après un qui fut tué sur la côte du Mexique en août 1793 et allé à bord. Je ne doute pas que le capitaine ait fait faire ce tableau véridique au bénéfice de ses marins. Pour ne parler que d'une chose, laissez-moi dire qu'elle a un œil qui, mesuré à l'échelle qui l'accompagne, ferait à un cachalot adulte une baie de quelques 5 pieds de large. Ah, mon beau capitaine, que ne nous avez-vous montré Jonas regardant à travers cet œil ? Mais les compilations les plus consciencieuses d'histoire naturelle, à l'usage de la tendre jeunesse, ne sont pas exemptes des mêmes énormes erreurs. Voyez cet ouvrage populaire, La nature animée, de Goldsmith, dans l'édition londonienne de 1807. Il y a des planches d'une soi-disant baleine et d'un narval. Je ne veux pas paraître grossier, mais cette déplaisante baleine a bien l'air d'une truie amputée. Quant au narval, un seul regard suffit pour qu'on s'émerveille de ce que, dans notre XIXe siècle, un tel hypogriffe ait pu passer pour vrai auprès de n'importe quel public d'écoliers intelligents. En 1825, Bernard Germain, comte de Lacépède, un grand naturaliste, a publié un livre spécial et scientifique sur les baleines, dans lequel on trouve plusieurs gravures représentant différentes espèces de léviathans. Non seulement toutes sont incorrectes, mais à voir ces images du Mysticetus, ou baleine de Groenland, un homme nommé Scoresby, ayant une grande expérience de ces espèces, a déclaré qu'elles n'avaient point leur pareil dans la nature. Le comble de la maladresse est réservé au scientifique Frédéric Cuvier, frère du fameux baron. En 1836, il publia une histoire naturelle des baleines, dans laquelle il donne ce qu'il appelle un portrait du cachalot. Avant de montrer ce portrait à n'importe quel Nantucket, vous ferez bien de tout préparer pour un prompt départ de Nantucket. En un mot, le cachalot de Frédéric Cuvier n'est pas un cachalot, mais une gourde. Assurément,
L'auteur n'a jamais eu l'avantage d'un voyage de chasse à la baleine. De tels hommes l'ont rarement. Mais qui dira d'où il a tiré ce tableau? Peut-être du même champ d'où Desmarets, son scientifique prédécesseur, tira un de ses avortons. C'est-à-dire d'un dessin chinois. Et nombre de tasses et soucoupes étranges nous disent quelle sorte de fantaisistes sont ces Chinois quand ils manient le pinceau. Quant aux baleines des peintres d'enseigne qu'on voit dans les rues au-dessus des boutiques des marchands d'huile, qu'en dirons-nous? Généralement, ce sont des baleines Richard III, bossues comme des dromadaires et d'aspect très sauvage, déjeunant de 3 ou 4 matelots en tarte, des baleines bateaux couvertes de mariniers, toutes ces difformités flottant dans des mers de sang et de peinture bleue. Mais ces nombreuses erreurs ne sont pas si surprenantes. Après tout, songez donc, la plupart des dessins scientifiques ont été exécutés d'après la bête échouée. Comment, avec son dos rompu, représenterait-il mieux le noble animal dans toute son indomptable fierté? Mature et coque comprise, que ne le pourrait faire pour un bateau le dessin d'un naufrage. Si des éléphants ont posé pour leur portrait en pied, le Léviathan ne s'est jamais encore laissé paraître hors de l'eau afin qu'on puisse fixer ses traits. La baleine vivante, dans toute sa pleine et significative majesté, ne peut être vue qu'en mer, dans des eaux insondables, et lorsqu'elle flotte, sa vaste masse est cachée comme celle d'un vaisseau de guerre. C'est donc une chose qui sera à jamais impossible pour un homme mortel de la tirer hors de son élément, de telle sorte qu'elle conserve sa sinuosité et ses puissants gonflements. Et ne parlons pas de la très probable différence de contour qui existe entre la jeune baleine à la mamelle et un très grand et très sage Léviathan. Même dans le cas d'une de ces jeunes baleines à la mamelle hissée sur le pont du vaisseau. Sa forme est tellement bizarre, anguillesque, flexible, que le diable lui-même s'y perdrait. Mais on pourrait supposer que, par le squelette nu de la baleine échouée, on arrive à déceler quelque chose de sa vraie forme. Nullement. Car une des choses les plus curieuses dans ce Léviathan est que son squelette donne une fausse idée de sa forme générale. Bien que le squelette de Jérémie Bentham, qui est suspendu en guise de candélabre dans la bibliothèque d'un de ses exécuteurs, rende correctement l'idée qu'on se fait d'un vieux monsieur utilitaire au front solide, ainsi que dans toutes les autres particularités caractéristiques de Jérémie. Rien de pareil ne peut être déduit des ossements articulés d'aucun Léviathan. Au fait, comme le dit le grand Hunter, il y a autant de différence entre la baleine vivante et son squelette, qu'entre l'insecte et sa chrysalide si rondement étouffée. Cette particularité est démontrée d'une façon frappante par la tête, comme on va le voir incidemment en plusieurs endroits de ce livre. Ce qui aussi est très curieux, c'est la disposition des os dans la nageoire latérale. Il correspond presque exactement aux os de la main humaine, le pouce en moins. Cette nageoire a 4 doigts osseux, l'index, celui du milieu, l'annulaire et le petit doigt. Mais ces os sont cachés dans leurs vêtements de chair, comme les doigts humains le seraient dans une moufle. Quelle que soit l'insouciance avec laquelle la baleine peut pouvoir nous traiter, disait un jour l'humoriste Stubb, vraiment on ne peut pas dire qu'elle n'y met pas les gants. Pour toutes ces raisons, et sous n'importe quel angle que vous le considériez, vous êtes obligé de conclure que le grand Léviathan est l'unique créature au monde qu'on ne puisse jamais portraiturer. Certains portraits peuvent être plus ressemblants que d'autres, mais aucun ne peut prétendre à une réelle exactitude. Il n'y a donc alors aucune possibilité de savoir précisément de quoi la baleine a l'air. La seule façon d'avoir une simple petite idée de son contour vivant, c'est d'aller en personne faire la chasse aux baleines. Seulement vous risquez de vous faire irrémédiablement amocher par elles et de couler par le fond à tout jamais. D'où je conclus que vous ferez mieux de ne pas être trop curieux du Léviathan.